Le Congo est confronté à un endettement dit insoutenable depuis 2014. Un endettement dû d'abord à la chute des prix du pétrole, mais finalement, la chute des prix du pétrole n'est que le voile qui a fini par se lever pour montrer derrière une gestion calamiteuse, une gestion hasardeuse qui n'a pas tenu en compte les règles les plus élémentaires de la gestion publique, notamment la prévision, la transparence, la capacité à faire participer l'ensemble des acteurs pour que les projets choisis de développement soient clairs, soient utiles et puissent permettre de créer de nouvelles richesses. Le baril a atteint des sommets à la fin des années 2000 et au début des années 2010. Le baril avait atteint pratiquement les 120, 130 dollars et le budget du Congo était calculé à l'époque à 80 dollars. Donc les financiers congolais estimaient qu'avec une telle marge, ils prenaient suffisamment de sécurité pour pouvoir prévenir les jours difficiles, si bien que le Congo a eu des excédents très importants d'année en année qui étaient épargnés, soi-disant, pour les générations futures. Il se trouve justement aujourd'hui que ces excédents, personne ne sait par où ils sont passés. Il n'y a pas que le président Sassou qui devrait répondre, parce que pendant des années, le président Sassou a dit les placer à la Banque centrale des États d'Afrique centrale. Et la Banque centrale reste totalement muette. Elle ne nous a jamais donné de rapport au public pour savoir si l'argent a bel et bien été placé, puis repris à un moment donné. Donc c'est toute une chaîne de responsabilités qui a laissé faire et qui, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec un endettement excessif et que les caisses étaient complètement vides. Mais quand on dit que la dette congolaise est insoutenable, c'est-à-dire qu'elle dépasse les 100%, elle est aujourd'hui à environ 120%, ça veut dire que toute la production congolaise est censée repartir au remboursement de la dette. La situation est étouffante pour l'économie congolaise. Les investissements, à l'époque où la manne était importante, les investissements ont eu lieu. On ne peut pas le nier. Des routes ont été construites, des écoles ont été construites, des quartiers, je ne dirais pas des villes, mais enfin des hôpitaux ont été construits. On faisait un peu tout et n'importe quoi. On a créé un programme qu'on appelait de municipalisation accélérée, qui consistait à créer chaque année des structures de base, des infrastructures de base dans tous les départements du Congo. Mais ces programmes ont été pour la plupart surfacturés. Pour la plupart, n'ont pas permis de créer de nouvelles richesses. Ce n'était pas des investissements, c'était du fonctionnement et de l'amélioration des conditions de fonctionnement du pays. On a acheté des voitures pour les fonctionnaires, il y en avait, mais pour tous les ministères jusqu'à des rangs qu'on n'a jamais vus. On a fait énormément de choses de ce genre-là, mais il n'y a pas eu de suivi. Aujourd'hui, on se rend compte que tout ça était surfacturé. Ça n'a pas créé de nouvelles richesses. On est allé très loin, on est allé jusqu'à construire un hôpital par département, un hôpital par département du pays, c'est peut-être très bien, mais sans en avoir formé les médecins qui devaient travailler dans ces hôpitaux, si bien qu'on est obligé aujourd'hui de faire venir des Cubains pour travailler dans ces fameux hôpitaux, dont la plupart d'ailleurs restent fermés, équipés avec des plateaux techniques modernes. Il n'y a personne pour travailler dans ces hôpitaux-là. On a construit, ça c'est important à souligner, un palais présidentiel dans chaque département. C'est dire qu'il y avait de l'argent pour faire tout et n'importe quoi. Même des départements dont le chef-lieu est à 60 km de Brazzaville, à moins d'une heure de route. Le retournement des cours du pétrole ont fait souffrir la plupart du pays parce qu'ils ont subi ce qu'on appelle malheureusement la malédiction du pétrole, ou qu'on appelle de manière plus technique en économie le syndrome hollandais. C'est-à-dire, c'est un syndrome qui fait que ces pays qui vivent de rente, une fois que la rente augmente, se mettent à investir pour augmenter les salaires, pour acheter des questions qui concernent l'État, et qui finalement oublient que les lendemains difficiles viendront. Donc le Nigeria a subi ce problème, est aujourd'hui en récession. L'Angola est peut-être même le plus touché, avec près de 90% de sa dette qu'il doit à la seule Chine. On parle beaucoup du Congo justement en France, on parle beaucoup du Congo, mais ce n'est pas le cas au niveau international où l'endettement des grands pays pétroliers, le Nigeria et l'Angola, sont beaucoup plus scrutés. Parce que c'est des grands poids, c'est des grands endettements internationaux. Mais la dette du Congo, effectivement, le Congo faisant partie d'un système monétaire
qui intègre plusieurs autres pays, met en danger l'ensemble du système, déséquilibre l'ensemble du système. Et le niveau de corruption au Congo étant aussi extrêmement élevé, aujourd'hui de plus en plus révélé, fait que ce pays est l'objet de beaucoup d'attention parce que son écroulement pourrait entraîner ses voisins qui, peut-être pas tous, mais certains ont eu une gestion beaucoup plus intelligente, beaucoup plus diversifiée, une économie beaucoup plus équilibrée, mais qui pourrait se retrouver emportée par les mauvais comportements des gestionnaires congolais.